C'est l'heure de l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Isabelle Rivière. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Point de Vue, spécialiste des grandes familles d'Europe et particulièrement de la monarchie britannique. 20 ans que Diana a disparu, morte dans un tragique accident de voiture. Est-ce que l'émotion en Angleterre et dans le monde en 2017 est toujours aussi palpable ? En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est justement la vigueur avec laquelle cette émotion s'est exprimée cette année. Je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit exprimée de la même manière, en tout cas avec autant de force, il y a 10 ans. Donc là, on est vraiment dans un phénomène qui, je crois, a surpris beaucoup d'observateurs. Est-ce que, à votre avis, Diana va devenir ou est déjà un mythe, une princesse dont on parlera dans 10 ans, dans 50 ans, dans 3 siècles ? Alors, dans 3 siècles, je n'irai pas me projeter jusque-là. Ce qui est certain, c'est qu'elle a changé beaucoup de choses dans la perception, pas tellement de la monarchie, mais en tout cas du rôle du métier de princesse. C'est une femme qui est arrivée Vous parlez de métier, hein ? Oui, parce que être princesse ou régner, être reine, c'est un métier. Et je pense d'ailleurs qu'elle le concevait aussi comme ça. En tout cas, elle est arrivée dans ce mariage avec le prince Charles avec une vraie charge émotionnelle, une souffrance émotionnelle qu'elle avait héritée des chagrins, des troubles, des traumatismes qu'elle avait endurés dans son enfance. Avant elle, en fait, les Britanniques et l'opinion publique en général avaient un peu de mal à s'identifier avec les princesses, puisque lorsqu'on entre dans une famille régnante, on se fabrique un masque un peu austère, de devoir, de service, et elle arrive là et elle bouleverse tout justement avec cette charge émotionnelle qu'elle entend bien exprimer. Et du coup, il y a un phénomène d'identification quasi immédiat qui se produit. C'est comme un feu qui embrase l'opinion. Et on voit que ce feu dure jusqu'à aujourd'hui. C'est assez remarquable. Et pour moi, Diana reste un phénomène unique dans l'histoire moderne des monarchies. Pourquoi est-ce qu'elle a, je reprends votre mot, pourquoi est-ce qu'elle a à ce point tout bouleversé ? Est-ce que c'est parce que, comme elle l'a dit, finalement, bien des années plus tard, ils étaient 3 dans le mariage et que ça commençait à faire beaucoup, comme elle l'a dit d'ailleurs à la télévision britannique, ou est-ce qu'il y avait eu d'autres raisons ? Il y a eu d'autres choses. C'est vrai qu'elle arrive, elle s'est présentée au monde avec sa fragilité, sa vulnérabilité, ses problèmes de femme, ses problèmes avec son mari, ses problèmes avec sa belle famille. Donc encore une fois, c'est un phénomène d'identification qui s'est produit. Et puis, c'était aussi une femme qui avait une forme un charisme incandescent. Moi, je l'ai pas mal suivie et c'est vrai qu'elle m'a laissé un souvenir assez fort d'une femme qui dégageait une espèce de lumière, une espèce d'aura. Elle était solaire, oui. Et c'était une femme extrêmement solaire, qui reste unique. Il y a très peu de personnalités, y compris de personnalités publiques, qui sont capables de produire cet effet-là sur les personnes dont ils croisent le chemin. Alors justement, la monarchie anglaise que vous maîtrisez par cœur, Isabelle Rivière, avait déjà connu des soubresauts. Je pense à Édouard VIII avec ce mariage avec Wallis Simpson, bien d'autres avant, si on déroule les siècles bien avant. Est-ce que c'est vraiment elle qui a le plus ébranlé la couronne britannique ? Alors, on a beaucoup dit elle a ébranlé la couronne ou elle a sauvé la monarchie. Alors, il y a vraiment... Ça, ce sont vraiment des conceptions dont moi, j'essaie vraiment de me démarquer. Oui. D'abord parce que la monarchie britannique n'avait pas besoin d'être sauvée. La monarchie britannique C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais c'est une institution millénaire que Diana n'a pas sauvée, que Diana a chamboulée, dont elle a profondément modifié la perception, certes, mais qu'elle n'a pas sauvée. Ensuite... Est-ce que c'est elle qui vraiment est arrivée au stade ultime ? Est-ce que, en gros, pour utiliser une mauvaise image, est-ce qu'elle détient le record de celle qui a mis un coup de pied dans la fourmilière ? Alors, avant elle, la princesse Margaret, dans les années 50, avait déjà mis un très très grand coup de pied dans la fourmilière. On ne s'en souvient pas, mais Margaret... Non, Margaret, la sœur cadette de la reine Elisabeth, qui dans les années 50 était une jeune femme d'une grande beauté qui ressemblait un peu à Elizabeth Taylor et qui avait eu elle aussi toutes sortes, qui avait traversé toutes sortes de difficultés amoureuses avec cet homme Peter Townsend avec lequel on lui avait refusé le mariage avec cet homme qui était divorcé. Et à l'époque, partout où Margaret se déplaçait, elle était accueillie un peu comme les Beatles étaient accueillis, vous voyez, à la veille d'un concert. Donc Margaret avait déjà contribué à sa manière à un peu rendre la monarchie un petit peu plus rock'n'roll.
Alors, est-ce que Diana a rendu la monarchie rock'n'roll ? Je ne sais pas, en tout cas, elle l'a rendue profondément humaine. Elle l'a profondément humanisée. C'est une femme qui a bouleversé son époque. Il y a des gens comme ça qui sont capables de laisser une trace, qui illuminent leur époque d'une manière particulière. Et Diana faisait partie de ces êtres-là. Diana, si elle vivait aujourd'hui, elle ferait quoi ? Elle serait où ? Quel serait son statut par rapport à Camilla ? Alors, l'une de ses inquiétudes. Alors, Diana, avant sa disparition, était réconciliée avec l'idée de voir Charles épouser Camilla un jour, mais ce qui l'inquiétait effectivement... Combien de temps avant son décès, elle s'était réconciliée avec cette idée ? Tout a changé après son divorce, en fait. L'année qui a précédé sa disparition, puisqu'il ne s'est dramatiquement écoulé qu'une seule année entre l'officialisation de son divorce en août 96 et sa disparition en août 97. Ça a été une année déterminante dans son existence, notamment parce qu'elle avait commencé à se réconcilier avec son mari. Il y avait de nouvelles relations qui étaient nées entre eux. Et donc, elle était réconciliée avec l'idée de voir Charles se remarier un jour, mais son inquiétude était effectivement de savoir quelle place elle allait pouvoir tenir dans ce scénario-là. Finalement, est-ce qu'elle n'a pas provoqué d'une certaine manière une césure ? Est-ce qui fait que rien ne sera plus jamais comme avant et que dans cette monarchie britannique, ça veut dire que d'une certaine manière, la monarchie britannique sera, j'allais dire, assouplie à jamais ? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous demander ? Oui. Avec beaucoup de mal. Alors, assouplie, il y a des choses qui se sont assouplies. D'ailleurs, du vivant de Diana, Elisabeth II, qui avait fait beaucoup de choses, on l'oublie ça aussi, pour que sa belle-fille puisse surmonter ses difficultés d'adaptation à cette institution dans laquelle elle était rentrée. Elisabeth II avait déjà beaucoup assoupli une partie des règles d'airain qui régissent le quotidien des membres de la famille régnante. Ces règles sont restées les mêmes depuis. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et Diana, oui, on peut dire qu'elle y a profondément contribué. Dernière question, la monarchie britannique fera-t-elle toujours autant réagir, selon vous, en bien ou en mal ? Ou est-ce que dans le futur, on peut s'imaginer que un jour, on s'en fichera, comme d'une manière générale, on s'en fiche pas mal de la monarchie du Danemark ou du roi des Belges ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on se fiche de la monarchie du Danemark. C'est pas la journaliste de Point de Vue qui va me dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire ? L'opinion publique regarde Diana, regarde Elisabeth II, mais franchement, une autre monarchie européenne sont quand même beaucoup en dessous de la notoriété de celle-ci. Oui, il y a une double réponse à votre question. La première, c'est que les rois d'Angleterre et les rois de France ont une histoire commune très longue. Et puis, l'autre, c'est que la particularité de la famille régnante de Grande-Bretagne, c'est qu'elle a toujours compté dans ses rangs des personnalités fortes, extrêmement charismatiques, avec des parcours un peu souvent très chaotiques, et qui ont tous laissé, ou quasiment tous laissé une trace dans l'histoire. C'est vraiment la particularité de cette famille, et on voit que la chose se perpétue avec les générations montantes. Merci beaucoup Isabelle Rivière, et relisons Charles et Camilla, une histoire anglaise, également Elisabeth II dans l'intimité du règne. Ce sont vos 2 derniers livres publiés chez Fayard. Merci beaucoup.